Une fois n'est pas coutume, les concerts de Lancy vous retrouvent en ville de Genève depuis la Comédie de Genève. La Comédie de Genève, une alerte centenaire qui a vu le jour en 1913 et à la direction de laquelle se sont succédés 8 directeurs successifs. Je suis avec le dernier d'entre eux depuis 2011. Bonjour Hervé Loichemol. Bonjour Michel Beauvais. Merci d'avoir accepté cette petite interview pour présenter un spectacle que la Comédie de Genève va externaliser jusque dans les communes. Vous avez pris la direction de la Comédie en 2013, et oui, en 2013 ou 2011 2011 déjà, oui, mon Dieu, déjà 5 ans, oui. 2011, et quelque chose a changé. Quelque chose a changé quand j'ai su que c'est vous qui veniez. On se connaît déjà depuis quelques années. On s'est rencontrés notamment à Ferney, du temps du château de Voltaire, que d'aucuns essayaient de réhabiliter. Et j'ai été tout de suite saisi par votre façon de faire du théâtre, votre façon de déclamer, et par votre amour de Voltaire, cet irrévérencieux que vous avez aussi contribué à remettre à l'honneur. Depuis le Châtelard, depuis Ferney, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et lorsque vous êtes arrivé à la Comédie de Genève, je me suis dit, mais c'est peut-être l'occasion de retourner dans cette institution dans laquelle je n'avais pas mis les pieds depuis beaucoup d'années. Et puis, j'ai découvert une institution qui se veut beaucoup plus ouverte, qui va à la rencontre du public. Et j'ai été tout de suite séduit par votre proposition d'externaliser des spectacles dans les communes. J'ai saisi la balle au bond. J'ai eu déjà un spectacle qui s'appelait Les Récits de femmes, Dario Fo et Franck Aramé. C'était un succès. Mmh. Oui. Mis en scène par Michel Milner, Patrick Mort, etc. Oui. Voilà. Et puis, on a recommencé cette année avec Le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Célit, une magnifique comédienne, Hélène Firla. Et bien maintenant, c'est au tour d'Olivier Py. Alors, dites-nous peut-être juste quelques mots sur cette volonté d'aller à la rencontre du public dans les communes. Il est évident que notre souhait, c'est que le public vienne au théâtre, mais c'est aussi bien, c'est aussi formidable d'aller à la rencontre du public dans la mesure où on peut lui proposer des spectacles qui sont un peu différents, plus souples, plus adaptables. Les gens sont souvent intimidés. Beaucoup de gens ne viennent pas au théâtre simplement parce qu'ils sont intimidés. Ce ne sont pas les conditions financières qui limitent leur venue. Il y a des prix extrêmement attractifs dans ce théâtre, mais on peut dire dans tous les théâtres. Donc c'est pas l'argent n'est pas le premier obstacle. Le premier obstacle est d'ordre symbolique. On est intimidé de venir au théâtre parce qu'on a peur de ne pas connaître les codes, de faire des erreurs de comportement, etc. Bon, ce qui est évidemment dommage, mais enfin ce que je comprends, mais ce qui est évidemment dommage. On a tous éprouvé à un moment ou à un autre une gêne quand on va dans un lieu qu'on ne connaît pas. Donc cette barrière symbolique qui n'est pas récente, qui est très ancienne, on essaye, on n'est pas les seuls, de la contrebalancer en disant vous avez peut-être peur de venir chez nous, mais nous on n'a pas peur d'aller chez vous. Ça m'est arrivé de faire du théâtre en appartement, de faire des petits spectacles, enfin des formes petites qui tournent. C'est une façon d'aller dire au public la Comédie de Genève est une comédie pour les Genevois aussi. Pas seulement, mais pour les Genevois, aussi pour tous les habitants du canton de Genève. Et ça peut leur donner envie en retour de venir voir ce qui s'y passe, qui est fait pour eux, c'est pas fait pour nous. La Comédie de Genève est un service public. Nous sommes au service du public. Et c'est normal d'essayer de trouver des façons de dialoguer avec le public qui soient un petit peu, on va dire, neuves. C'est pas neuf d'aller à la rencontre du public, mais de façon
neuve pour la comédie. Donc on a mis en place, dès que je suis arrivé, des petites formes qui pouvaient se déplacer facilement, plus ou moins facilement. C'est pas toujours facile, mais donc nous avons entrepris ça et on va, je l'espère, continuer ce travail. Voilà, j'aime beaucoup, vous dites la comédie se met au service du public, elle se met au service de l'art aussi, la comédie, et je crois que l'art, vous le servez bien, vous, avec vos productions, avec les metteurs en scène dont certains sont prestigieux et connus, comme Olivier Py, dont on va parler tout à l'heure. Vous voyez, c'est la contradiction dans laquelle, c'est la contradiction, oui, c'est le nœud, un des nœuds du problème. Bien sûr que nous travaillons pour le public, parfois avec lui, dans son intérêt, de ce que nous estimons être son intérêt, et en même temps, nous héritons d'un art qui est multimillénaire, qui est connu dans presque tous les continents, avec des œuvres, des répertoires, des codes. Il y a toute une longue histoire. Cette histoire, on ne peut pas la piétiner. Je crois qu'il faut, avec l'histoire, être très attentif et très, entre guillemets, respectueux. Il faut connaître l'histoire. Voilà, on est là. Et du coup, la contradiction, c'est de tout à la fois travailler avec le public, sans l'intimider, sans le snobber, sans prendre les gens pour des imbéciles, et en même temps en tenant compte de cet héritage. C'est la raison pour laquelle, Michel, vous parliez là de travailler pour l'art théâtral ou avec l'art théâtral, je dirais avec l'héritage théâtral qui nous est légué. Aujourd'hui, vous le savez bien, aujourd'hui, la société dans laquelle on vit à 100 à l'heure, toujours au présent, dans le court terme, et cet oubli du passé, de l'histoire, pose un vrai problème dans les cités, un vrai problème dans la vie quotidienne. On a tendance à être très oublieux. Le théâtre est aussi un art qui vit au présent, qui vit avec les gens d'aujourd'hui, mais qui transmet toute une histoire extrêmement prestigieuse, très ample, tout à fait magnifique, formidable. Et c'est là que cette articulation est parfois délicate, parce que les gens peuvent se sentir intimidés par tout ce passé, par tous ces codes. Si on monte un Corneille, un Racine, parfois un Molière, un Alexandrin, les gens se disent, mais est-ce que je vais comprendre quelque chose ? Oui, c'est fait pour vous. Et si c'est un tout petit peu compliqué dans l'approche, dans l'abord immédiat, ne soyez pas intimidés, allez-y. Mais c'est tout l'art du théâtre aujourd'hui, justement, de rendre les classiques, des Corneille, des Racine ou autres, avec les codes d'aujourd'hui. Le théâtre évolue, comme tous les arts, la musique évolue. Au concert de Lancy, je le vois avec le classique, mais surtout avec le jazz et la musique improvisée. On ne joue plus comme il y a 10 ans ou 15 ans. On évolue, l'art est aussi le reflet de la société. Oui, et c'est ce qui nous motive aussi. On peut reprendre indéfiniment les vieilles histoires et les recomposer, parce que nous-mêmes, nous changeons, les personnes à qui nous nous adressons changent, elles évoluent, et donc c'est à chaque fois un vrai défi, un vrai pari, un vrai enjeu de transmettre ces œuvres du passé avec des regards nouveaux. En ce qui concerne Olivier Py, ce ne sont pas des œuvres très anciennes. Il s'agit d'une pièce, celle dont nous allons parler. C'est une pièce qui a été écrite il y a une quinzaine d'années. Par conséquent, c'est une pièce récente que j'ai montée il y a en 2002, je crois. Voilà. Donc, il y a bientôt 15 ans. Oui. Et que nous avons souhaité reprendre cette saison, oui. Voilà, d'ailleurs, nous nous trouvons dans le studio André Stégère, ce studio que vous avez fait aménager lorsque vous êtes arrivé à la direction de la Comédie. On voit que la scène était complètement démontée, et c'est là que s'est joué
cette pièce dont nous allons parler tout à l'heure, l'Épître aux jeunes acteurs. Alors, Olivier Epi, écrivain jeune, écrivain, metteur en scène, qu'est-ce qu'il est encore, réalisateur, cinéaste, directeur de théâtre. Voilà, directeur du Festival d'Avignon. Romancier, voilà, il a vraiment beaucoup de casquettes, il est très jeune, il aime assez la polémique, sur le plan politique, d'après ce que j'ai pu constater. Et alors, il a écrit cette pièce qui s'appelle « Épître aux jeunes acteurs pour qu'on leur rende la parole ». Alors, dites-moi, est-ce qu'on a, jusqu'à maintenant, coupé la parole aux acteurs et aux jeunes acteurs? Non, parce que, mon cher Michel, vous n'avez pas donné le titre exact. Le titre exact, c'est « Épître aux jeunes acteurs pour qu'on leur soit rendue la parole à la parole, non pas aux jeunes acteurs, la parole à la parole. » Alors évidemment, on se dit, mais c'est très énigmatique, ça veut dire quoi, rendre la parole? On voit bien, là on est en train de se couper la parole, de se donner la parole, de garder la parole, etc. Mais là, il faut rendre la parole à la parole, donc à une espèce d'entité un peu bizarre qui s'appelle la parole. Comme si la parole elle-même avait été démonétisée, dévaluée, qu'elle avait perdu sa force d'attraction et sa force de conviction. Il est dit à un certain moment, mais quelque chose que tout le monde peut entendre aujourd'hui. Dans un monde, je vais paraphraser, mais dans un monde donner sa parole ne vaut même pas les 3 sous de salive qu'il faut pour dire ce mot, je vous donne ma parole, c'est un monde de fous. Effectivement, aujourd'hui, on peut considérer que donner sa parole, c'est quand même assez largement démonétisé. On nous demande des garanties. Oui, il faut signer. Il faut signer, il faut des contrats, etc. Et nous avons hélas de trop nombreux exemples dans le personnel dirigeant, de trop nombreux exemples de paroles qui ont été reniées, galvaudées, trahies. On annonce les fameuses promesses électorales qui ne sont jamais respectées, qui n'engagent que ceux qui les croient. Moi, je pense que d'une société comme ça, elle va à sa perte. Je crois vraiment, ce qui est dit dans le texte, ce qui est défendu par Olivier Pic, que donner sa parole, ça a un sens, que prendre la parole, ça a un sens. Et c'est dans ce sens-là que s'explique ce titre un peu bizarroïde, pour que soit rendue la parole à la parole. Il faut aujourd'hui reconsidérer cette parole comme, d'une part, dans ce qu'elle engage, dans ce qu'elle promet, et dans ce qu'elle ouvre comme altérité, comme rapport à autrui. En ce moment, je vous parle, je vous donne ma parole au pied de la lettre. Et je vous donne ma parole dans un double sens. Déjà parce que je vous parle et que je vous adresse une parole, et aussi parce que, fondamentalement, quand je vous donne ma parole, je fais une promesse. Et je fais une promesse je vous donne ma parole dans le sens d'une garantie. Je vous donne ma parole, que ce que je vous dis n'est pas un mensonge. Et que ce que je vous dis correspond à ce que je ferai. D'une façon générale, il m'est arrivé de devoir renoncer à des choses que j'avais dites ou promises, ou ça a pu m'arriver. Ça m'est sans doute arrivé. Trop souvent. Mais quand même, fondamentalement, je me suis employé depuis quelques dizaines d'années à respecter la parole donnée. À respecter la parole donnée. Oui. Voilà. Olivier Pille, dans son texte, il nous dit qu'il pourfend les responsables culturels, il pourfend toutes ces figures qui programment, qui font et défont le milieu théâtral. Alors, est-ce que le milieu théâtral est vraiment si tordu que ça ? Le milieu théâtral vit pas en dehors du monde. Les règles du jeu social, économique aujourd'hui sont celles que nous connaissons et que tout le monde aujourd'hui subit.
les contrôles, les chiffrages, la transformation de tout en chiffres, en monnaie, en argent. Tout aujourd'hui se privatise, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, etc. Tout est privatisé. Nos comportements sont analysés, chiffrés, mis en chiffres. Nous recevons des mails, des publicités en permanence sur nos ordinateurs parce que tout ça est capté, analysé par des algorithmes et on sait qu'on mange de la viande tel jour, qu'on n'aime pas les radis, etc., etc. Et on reçoit des publicités. Voilà. Nous sommes de facto aujourd'hui considérés non pas comme des citoyens, mais comme des consommateurs, comme des veaux, j'aime beaucoup les bêtes, comme des veaux qui sont censés consommer, produire très très vite et rentabiliser ce qu'on leur donne. Donc on est dans une économie qui asservit à mon avis, l'homme, qui prétend accorder la liberté aux gens et qui, en réalité, les asservit. Ce que je dis là, c'est pas des gros fantasmes, c'est la réalité de ce que tout le monde vit. Ah oui. Donc, le théâtre ne vit pas en dehors du monde. Ces règles du jeu, cette transformation de toute logique humaine en logique chiffrée, économique, le théâtre, ça existe. Et les enjeux réels du théâtre ont tendance à être masqués, travestis, confisqués par des logiques tout à fait différentes. Ce que je vous dis aujourd'hui sur le théâtre, c'est l'ambition d'Olivier P. de dire mais quel est l'enjeu du théâtre ? Et il dit, quand on va sur scène, on donne sa parole, effectivement, au spectateur, et cette parole, elle a quelque chose à voir avec la naissance et avec la mort. Sur scène, d'une certaine façon, on pratique une forme de résurrection des morts. Quand on interprète Hamlet, par exemple, le rôle d'Hamlet, Hamlet, il est mort il y a fort longtemps, peut-être n'a-t-il jamais existé, enfin bon, comme Shakespeare. Et on fait renaître, revivre des gens qui sont morts. Le théâtre a quelque chose à voir avec ça. Et c'est magnifique, parce qu'il ne s'agit pas de croire en revenant, il s'agit simplement de considérer que le théâtre a quelque chose à voir avec une forme de résurrection. Lazare, lève-toi et marche. Et un certain... il marche. On peut le faire au théâtre. Dans la vie, c'est plus difficile, j'en conviens, mais au théâtre, on peut le faire. Un comédien s'allonge et on lui dit « lève-toi et marche », il se lève et il marche. Donc, on a quelque chose qui s'apparente à des formes de miracles. Ça s'organise. Dans le spectacle que nous avons fait, l'Épître aux jeunes acteurs, il y a une comédienne qui parle pendant près d'une heure, enfin une petite heure, pendant une cinquantaine de minutes, et au bout de 50 minutes se produit un miracle. C'était l'enjeu de la mise en scène. Il faut qu'au terme de cette prise de parole, critique, comique, cocasse, un peu dans tous les sens, il faut qu'au terme de cette prise de parole, quelque chose advienne, quelque chose survienne, il y ait une apparition. La parole, c'est dit dans le texte, la parole permet de faire apparaître ce que la parole ne peut pas dire. Dans le creux de la parole se réside, peut surgir tout ce que la parole évoque et ne peut pas dire. Dans le creux de la parole ou du discours peut apparaître des images, des imaginaires, un monde imaginé, un monde à venir. C'est ça qui est beau au théâtre. C'est le pouvoir magique du théâtre, il est là. On peut dire, c'est la possibilité que nous avons au théâtre de faire advenir un monde qui n'est pas, qui peut-être devrait advenir dans la réalité. C'est la valeur utopique ou préfigurative du théâtre, inventive, imaginaire dans le meilleur sens du terme. Voilà, c'est l'art. L'art, ça sert à ça, dans le fond. C'est ce qu'on peut en attendre. Et c'est la raison pour laquelle, pour revenir à l'énigme du titre, au caractère un peu intimidant du titre, c'est une chose très très simple que tout le monde vit dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez ? Il est dit à un certain moment, c'est pas pareil de dire « je te serai fidèle » et de dire « j'ai mal aux pieds ».
Je te serai fidèle, ça engage quelque chose. J'ai mal aux pieds, ça dit simplement que j'ai envie qu'on arrête de marcher, que j'ai envie d'arrêter de marcher. Je te serai fidèle, ça engage. C'est une promesse, ça engage le temps, ça engage l'avenir. Quand on fait du théâtre, il faut être à la hauteur de ces engagements. On y essaye, on n'y arrive pas toujours, mais l'horizon est là. Et c'est dans ce sens-là que j'accorde le plus grand prix à la valeur littéraire d'un texte et à ce qu'il en est de la prise de parole, de l'audace. Prendre la parole sur une scène, entrer sur une scène, il faut avoir du culot, hein. Oui, entrer sur une scène et parler au public. Exactement. D'accord. Alors, il faut considérer qu'il faut avoir quelque chose à lui dire au public. Voilà. Alors, peut-être venons à la mise en scène. La mise en scène, elle est assez spectaculaire, hein. C'est une grande boîte. Je l'ai vue, une boîte en bois, lumineuse. Il y a des tubes de lumière partout. La comédienne se meut au milieu de cette boîte qui est surélevée, qui est légèrement en pente. Et puis à la fin, vous avez parlé de cette apparition. C'est le jeune comédien Niels Gatto qui apparaît depuis une trappe et puis qui termine le spectacle avec Anne Durand. Alors peut-être juste 2 mots sur Anne Durand, qui est absolument phénoménale dans ce rôle-là. Déjà rien que cette silhouette quand elle arrive avec ses vêtements originaux, et puis le texte d'une heure est vraiment prodigieux. Juste peut-être 2 mots sur la comédienne. Alors Anne Durand, je la connais bien, hein, puisque nous partageons notre vie. Nous vivons ensemble depuis une trentaine d'années, que nous avons des enfants ensemble. Ça engage la parole aussi. Exactement. Non, je préfère ne pas le cacher. Non, voilà. Non, ce qui va relativiser sans doute les compliments que je peux faire sur elle, mais il est évident que on se connaît depuis très très longtemps, et que c'est on va dire l'amour qui nous lie passe aussi par une complicité non seulement personnelle mais aussi professionnelle. Il y a là quelque chose de tout à fait fondamental, que c'est à la scène comme à la ville, que je ne veux pas cacher. Alors, j'ai fait beaucoup de spectacles avec elle, de très nombreux spectacles, dont certes c'est le 3e ou 4e monologue qu'on fait ensemble, mais par ailleurs, nous avons fait beaucoup de spectacles ensemble. C'est une comédienne évidemment, qui est assez énigmatique quand elle est sur le plateau. Elle a une très grande étrangeté. Beaucoup ont pensé après ce spectacle qu'elle évoquait ce que je crois vrai d'ailleurs. On y a un peu pensé pendant les répétitions. Elle faisait penser à Giulietta Massina. Beaucoup nous l'ont dit. Un peu une apparition. Il y a une forme. Pourquoi ? Parce que elle est comme toutes les, j'allais dire les grandes comédiennes, les bonnes comédiennes. Il y a de l'enfance dans les comédiens. Et le plus grand, les plus grands comédiens jouent avec ça, ou ont ça, laissent apparaître ça. Qu'est-ce qu'on aime chez Marilyn Monroe ? Elle n'a pas fait de très grands films à part Misfits. Certains l'aiment chaud. D'accord. On aime sa candeur, son ingénuité. On aime son ingénuité, on aime sa part d'enfance qui est tout le temps là, tout le temps là. Et tous les grands comédiens, vous prenez Depardieu qui a l'air d'une brute, il y a une naïveté. Il y a une dose d'enfance quand il joue qui est tout à fait sidérante, qui est séduisante. Il ne fait pas l'enfant. Il est encore un enfant, malgré ses kilos, malgré son énormité. Et il est d'une intelligence prodigieuse. Et c'est vraiment, pour moi, le plus grand comédien que la France ait eu depuis très 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 longtemps. Il est absolument phénoménal. J'ai beaucoup d'admiration pour Depardieu, même si ça lui arrive de délirer un peu. Mais c'est cette part-là qu'on cherche chez les comédiens. C'est cette part-là qui nous attire. Je pense que Anne Durand possède cette part-là, comme Yvette Terola quand elle joue, comme Hélène Firla, dont vous parliez tout à l'heure dans le Voyage au bout de la nuit qui a été présenté à Lancy, comme Natacha Kouchoumov en ce moment aux Poches, qui est exceptionnelle, qui est formidable, dans un conte cruel. Elle est absolument formidable. Cette part-là fait le
grand jeu de théâtre. Alors ça, bon voilà, je vais vous dire, ben oui, Anne Durand, elle possède ça. Alors il est vrai que cette part-là est doublée à un moment, puisqu'il y a un vrai enfant qui rentre sur scène. Niels Gâteau, moi qui suis extrêmement gourmand, qui a un nom. Non, d'une part, il est merveilleux, il est intelligent, il a du talent, et il est vraiment magnifique. Et en plus, il s'appelle Gâteau. Alors bon, là, pour moi, c'était une bénédiction. Voilà. Il est tombé du ciel, là. C'est formidable. Non, il est magnifique, Voilà. Écoutez, Avril Wachmol, merci de nous avoir présenté ce spectacle. On se réjouit d'avoir cette pièce à Lancy. On va transformer toute la salle communale. Formidable. On va mettre il n'y aura pas de scène. La scène, la boîte va être mise à l'envers. Il y aura des gradins qui seront montés. Qu'est-ce qu'on peut dire au public pour ce qui viennent? Parce que moi, j'ai toujours ce souci de titiller la curiosité du public. Il faut que les gens viennent. Il ne faut pas critiquer à tort, mais il faut venir. Il faut venir voir, il faut venir écouter. C'est la même chose pour la musique d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire aux clients, aux clients, qu'est-ce qu'on peut dire aux spectateurs potentiels? Venez à Lancy voir l'Épître aux jeunes acteurs. Il faut leur dire, c'est court, ça dure 1 heure. La comédienne et les comédiens sont vraiment formidables, vraiment formidables. Parlons pas d'Anne Durand, mais rien que pour Niels Gâteau, on peut venir, parce qu'il est merveilleux. C'est vraiment... Pour le metteur en scène aussi. Ce qui est dit... Alors, moi, je pense qu'on a fait un bon boulot, mais bon, voilà. Et puis, comme gage de sérieux, ce spectacle sera repris la saison prochaine en tournée. Il y a des gens qui sont des acheteurs, qui sont venus le voir, qui veulent absolument acheter ce spectacle. Donc, je crois qu'on peut après sortir de là en se disant « Oh ouais, j'ai des réserves sur ceci, sur ce qu'on voudra. » Mais tout de même, je crois que c'est pas mal. Voilà, ça y est. Merci Hervé Wachmol pour ce plaidoyer pour le théâtre Prodomo. Et pour cette pièce Prodomo dans ce studio André Stagiaire où on entend des bruits de répétition de l'opéra de Katsu qui va se jouer à partir du 1er mars. Voilà, l'Épître aux jeunes acteurs, c'est le jeudi 3 mars à 19h, salle communale du Grand Lancy. Il y aura de la place, réservez si vous voulez, venez même sans autre, il y aura un petit bar à l'entracte, même avant, même après, mais venez, merci. Et la lumière est signée par un monsieur qu'on ne remercie pas assez, et qui vient de partir pour Tokyo, où il signe un opéra vraiment revisité. L'opéra aussi, c'est bien, parce que les chanteurs, c'est comme les footballeurs, ça parle pas. Et depuis qu'il joue naturel, l'opéra n'est plus ridicule et va très bien avec les appliques du salon. Sans parole et sans promesse, on entend mieux le texte qui dit rien. Et on voit mieux le vide, qui est vraiment si beau.